Bonsoir, nous sommes le mercredi 2 décembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale, accompagnée de nos invités, mais aussi des journalistes de la rédaction. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. Alors que mardi matin, une tête de cochon était découverte devant la mosquée d'Équevilly, nous recevons ce soir Abdelkarim Maïd Fares, imam à Guyancourt. Il nous dira comment la communauté musulmane réagit actuellement aux amalgames et évoquera les inquiétudes qu'elle éprouve. Ils veulent s'engager. L'armée constate une hausse du nombre de potentiels volontaires. Alors que d'habitude, elle enregistre environ 500 demandes par jour. Ce nombre est passé à plus de 1500 depuis le 13 novembre. Et c'est dans ce contexte que Noël approche. Malgré tout, nous verrons que l'on pourra décider d'illuminer à nouveau ces rues après plusieurs années d'économie. Autre initiative, la société Skibus vient de distribuer des jouets pour les associations caritatives du territoire. Et enfin, nous nous intéresserons au calendrier de l'Avent, plus que jamais tendance. Et plusieurs semaines après les attentats de Paris, le site de recrutement de l'armée de terre connaît un afflux inédit de visiteurs. Plus de 2400 internautes se sont connectés chaque jour sur s'engager.fr contre 200 à 300 en moyenne. Ces derniers mois, a précisé le bureau du recrutement. Pour en parler avec nous en direct par téléphone, le colonel Bruno Bert, en charge du commandement du regroupement de recrutement et de sélection d'Île-de-France et d'Outre-mer. Bonsoir. Alors, bonsoir à vous et merci de répondre à nos questions. Cette augmentation, justement, de volontaires, est-ce que vous la constatez également dans les Yvelines ? Bonsoir madame. Oui, tout à fait, nous constatons cette augmentation dans les Yvelines, puisque sur le mois de novembre, comparé au mois d'octobre, nous avons 3 fois plus de contacts dans nos centres de recrutement. Alors, qui sont ceux qui souhaitent justement intégrer l'armée suite à justement les attentats de Paris du 13 novembre dernier ? Et est-ce que vous avez justement besoin de ces candidatures ? Alors oui, nous avons besoin de ces candidatures, puisque comme vous le savez, le président de la République a décidé d'augmenter de 11 000 hommes la force terrestre d'ici 2016. Et ces jeunes qui viennent ont tous un point commun, c'est que ce sont tous de jeunes Français qui ont entre 17 ans et demi et 30 ans, et qui sont motivés pour servir leur pays. C'est en particulier ce qu'ils mettent en avant depuis les derniers attentats du 13 novembre, cette volonté de se mettre au service des autres, de se rendre utile. Et justement, voilà, ils réagissent peut-être après l'émotion. C'est des candidatures comme que vous retenez, dont vous avez besoin ? Vous allez les diriger vers... les jeunes, oui, allez-y. Les jeunes qui se présentent à la porte de nos centres de recrutement, viennent tous avec leur motivation, et comme je l'ai dit, ils mettent en avant cette volonté de servir notre pays, mais ensuite ils rentrent dans un processus de sélection qui se déroule en 4 étapes. Une première étape de contact, une étape ensuite d'évaluation de leur qualité, et puis enfin une étape d'orientation où on va faire mûrir leur souhait, leur volonté de rentrer dans l'armée de terre en la rendant réaliste, en la faisant correspondre avec les multiples besoins de notre armée de terre. Très bien. Merci beaucoup Bruno Bert pour ces précisions. Nous suivrons bien sûr avec vous cette actualité. Et ce soir, merci. Et ce soir, justement, en plateau, nous recevons Abdelkarim Maïd Fares, imam de Guyancourt et conférencier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a quelques semaines après les attentats de Paris, la communauté musulmane est victime d'amalgames. Selon les chiffres de l'Observatoire national contre l'islamophobie du Conseil français du culte musulman, 25 actes anti-musulmans ont eu lieu en France depuis les attentats, dont 7 agressions. C'est beaucoup. Et dans les Yvelines, une tête de porc a été retrouvée hier devant la mosquée d'Équevilly. Alors justement, la montée de l'islamophobie, vous y êtes confronté. Est-ce que vous la constatez ici aussi à Guyancourt ? Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Le sentiment, tout d'abord, des musulmans, c'est on est encore sous le choc de ces événements-là. Face à cette barbarie, il y a eu une indignation, une condamnation sans équivoque de tous les musulmans de France. Malheureusement, les premières victimes, c'est les hommes et les femmes qui sont tombés suite à ces actes barbares, mais les victimes indirectes sont les musulmans aujourd'hui. Donc, il s'agit d'actes d'islamophobie ou bien d'amalgame qui est fait par certaines personnes à mélanger entre ces terroristes qui ont agi au nom de l'islam
et de mettre tous les musulmans dans le même sac. Aujourd'hui, on ne dénombre pas sur la commune de Guyancourt des actes d'islamophobie, mais on va dire sur les Yvelines et en France, il y a bien des gens qui ont fait des témoignages au CCIF, à ces organisations qui sont là pour défendre les droits des musulmans contre l'islamophobie. Effectivement, aujourd'hui, on a cette crainte parce qu'il y a des femmes voilées qui ont été agressées verbalement, des hommes également qui sont agressés parce qu'ils portent la barbe, parce qu'ils sont musulmans. Ça, c'est dû en fait à la désinformation et l'amalgame qui est fait et le mélange entre l'islam et ces terroristes qui ont agi au nom de l'islam, malheureusement. Et justement, alors comment vos fidèles vous parlent justement de ça, de leurs inquiétudes? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous leur expliquez? Comment réagir justement par rapport à ça? D'une part, de faire preuve de compréhension, parce que c'est à nous les musulmans de montrer les vraies valeurs, la vraie image de l'islam, que l'islam c'est une religion de paix, d'amour, de miséricorde, que tous les musulmans, la quasi-totalité, la majorité écrasante des musulmans en France, aspirent à vivre en paix avec ses voisins. Aujourd'hui, comme on peut le constater sur la caricature, aujourd'hui Daesh, la deuxième surtout, c'est que aujourd'hui on essaye de couper le pont entre les musulmans français et en France et nos concitoyens. Donc là, cette caricature qui montre bien qu'il y a une cohésion sociale entre les voisins, l'un qui ramène le thé, l'autre qui ramène les croissants. Aujourd'hui, ces terroristes, Daesh, essaient de couper ce pont-là. Donc ne tombons pas dans l'amalgame. Donc je fais appel d'une part aux musulmans de faire preuve de sang-froid et de compréhension, d'essayer avec amour et paix et avec la bonne parole, d'expliquer aux gens que l'islam n'a rien à voir avec ce genre d'actes barbares. Pour vous, c'est leur rôle, il y a un devoir de citoyen de faire ça? Il y a d'une part la condamnation, d'autre part c'est dans la vie de tous les jours, de montrer à son voisin, à ses collègues de travail, à l'école, à tous les niveaux. Et le sermon de la semaine dernière était sur quelle image nous renvoyons en tant que musulmans à nos concitoyens. Nous disons, nous prenons que l'islam, c'est l'islam des valeurs. Il faut qu'on le montre réellement, à travers notre comportement, à travers nos échanges, à travers le dialogue et l'ouverture à nos concitoyens qui certains ne connaissent pas. Ils ont juste cette image que certains médias véhiculent. Donc voilà, c'était un message d'unité que vous véhiculez. Vendredi 27 novembre, donc vendredi dernier, le Conseil français du culte musulman a organisé une réunion unitaire. Les représentants des différents courants de l'islam de France se sont retrouvés à l'Institut du monde arabe pour débattre et condamner fermement les récents attentats, mais surtout tenter de trouver une réponse au terrorisme. Il y a une nécessité de signifier justement pour les musulmans de France? Plus que jamais aujourd'hui, les musulmans de France doivent s'unir et être tous et toutes derrière un comité qui soit représentatif de tous les musulmans de France et qui sera là pour défendre leurs droits et parler en leur nom. Donc aujourd'hui, on a besoin d'une union. Et il manque justement cette instance représentative? Je pense qu'aujourd'hui, le CFCM, ce qu'on reproche au CFCM, une bonne partie des musulmans de France ne s'identifient pas à cette instance représentative. Nous voulons une instance représentative qui ne soit pas politique ou qui a des mains derrière qui viennent de nos pays d'origine, que ce soit une instance qui représente les musulmans français et de France. Est-ce que voilà, c'est une étape, est-ce que cela va changer, va marquer un tournant peut-être pour l'organisation de l'islam en France, ce que nous vivons en ce moment? Je pense que si nous devons prendre des leçons à travers ces douloureux événements, c'est bien cela. Que ce soit pour la communauté musulmane, que ce soit pour les hommes politiques, que ce soit pour les autorités, de trouver des solutions pour pouvoir s'unir et surtout les musulmans de trouver un cap pour pouvoir dire voilà, nous sommes présents, nous faisons partie intégrante de la société, nous devons être des musulmans à part entière et non entièrement à part, nous devons participer à la vie politique, sociale, etc. et montrer à nos concitoyens, nous sommes des hommes et des femmes comme vous, nous aspirons, nous avons notre travail, nos enfants et nous aspirons à vivre en paix et en adéquation avec tous nos concitoyens.
Donc voilà, c'est un message de tolérance, mais vous comprenez peut-être que certains musulmans soient en colère quand ils sont victimes d'amalgames ou forcément peut-être d'agressions. Avec l'état d'urgence, notamment, il y a des responsables musulmans qui ont protesté contre les perquisitions, parfois abusives. Vous, quelle est votre opinion par rapport à ça? Mon opinion, vu l'état d'urgence, oui, pour les perquisitions, ça sont justifiées et faites de manière en respectant le droit et la dignité des gens perquisitionnés. Parce qu'il y a quand même des témoignages, et monsieur le ministre de l'Intérieur a dit qu'il ne tolérerait pas d'injustice ni de bavure à ce niveau-là. Donc, la crainte, c'est que ça se passe dans les règles de l'art, sans effrayer les enfants, ou que la personne perquisitionnée soit, on va dire, traitée de manière indigne devant sa famille et ses proches. Merci Abdelkarim Haït Farid. Une dernière question avant de nous quitter, justement pour lutter contre ces amalgames. Est-ce que vous allez mettre en place des initiatives à Guyancourt, par exemple? Donc, je pense que nous devons, en tant que responsables d'associations et de mosquées, mettre en place des initiatives qui nous permettent à s'ouvrir. Chez nous, à Guyancourt, on va organiser des journées portes ouvertes pour que nos concitoyens, les voisins, viennent à la mosquée, partagent un thé avec nous et posent leurs questions. Nous serons ouverts et l'événement sera organisé d'ici la fin de l'année. Une date sera précisée. L'objectif, c'est d'ouvrir la porte et d'accueillir tous les concitoyens, quelles que soient leurs origines et leur religion, pour débattre sur les sujets, poser des questions et lever les amalgames. Je finirai par cette phrase-là qui vient de Martin Luther King qui dit « Nous devons apprendre à vivre ensemble, sinon nous mourrons comme des idiots ». Merci beaucoup Abdelkarim Haït Farid. Merci d'avoir répondu à notre question et d'être venu en plateau. Merci pour votre invitation. Et aujourd'hui, dans ce journal, nous vous proposons de découvrir un témoignage rare. Jean-Baptiste Gressin est un des derniers combattants de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale et il réside à Plaisir. En novembre, il s'était rendu à la journée de défense et de citoyenneté de la ville pour échanger avec des jeunes. Camille Lambert et Jérémy Quesada sont allés à sa rencontre pour en savoir plus sur son parcours de combattant volontaire. C'est avec ce casque que Jean-Baptiste Gressin a servi aux côtés des Anglais dans la Royal Air Force en 1942. À 95 ans, il se rappelle des ordres comme si c'était hier. Yes, of course. By the left, quick march. Parce que c'est comme ça les ordres en anglais. Parce qu'on part du pied gauche, bien entendu. Ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale pour les forces françaises libres, Jean-Baptiste Gressin est un évadé de France. Parti de Paris pour le sud de la France libre en 1940, il passe en Espagne dans l'espoir de rejoindre l'Angleterre, mais capturé par les autorités, il est envoyé dans une maison de détention. La difficulté était qu'au point de vue sanitaire, c'était vraiment très déplorable. Il y avait un siège à l'Artruc pour nous tous, de l'eau 1 heure par jour dans une petite cour de cette maison, et pour boire et faire notre toilette. Toilette est un bien grand mot. On était une 15 et à 1 heure d'eau, avec un robinet, c'est pas beaucoup. Après quelques mois, Jean-Baptiste Gressin réussit à se rendre à Alger, où un centre de recrutement des forces françaises libres accueille les volontaires. Alors âgé de 21 ans, le jeune combattant apprend l'aviation dans les bases militaires anglaises de Sywell et Sutton Bridge. On apprenait à voler avec un bimoteur, ensuite à faire du bombardement et de l'instruction de navigation, d'entraînement au sol. Ce que j'ai fait, c'est la surveillance de sous-marins à partir de Sutton Bridge, car aussi bizarre que ça puisse paraître, quand on est en l'air, un sous-marin, même en plongée, ça se distingue assez facilement. La guerre terminée, Jean-Baptiste fait carrière dans l'aéronautique. Aujourd'hui, il habite à Plaisir et parle de son expérience avec les plus jeunes. Le 10 novembre, il était à la journée de défense et citoyenneté de Plaisir, un jeu de témoignages auquel il se prête volontiers. Ça, c'est grâce à l'éducation que j'ai reçue. Pour moi, la France, c'est vivant et je suis toujours prêt à donner. Et c'est arrivé à un plaisir pour moi de donner. Pour son engagement, Jean-Baptiste a aussi reçu une dizaine de distinctions, les ailes de la France libre en Angleterre et la médaille de vétéran décernée par le ministère de l'Air britannique orne encore sa veste. Mais son plus grand héritage, c'est son histoire. Un récit qu'il a cristallisé dans un ouvrage personnel afin de laisser une trace de son expérience.
Et Noël approche, la ville d'Elancourt a décidé de réinstaurer les illuminations de Noël pour l'occasion après les avoir supprimées pendant 2 hivers. 2 structures lumineuses géantes ont donc été inaugurées, comme vous pouvez le voir, hier à la mairie de la commune et dans le centre commercial des 7 Mares. Coût total de ces LED, 120 000 €. Le maire de la ville, Jean-Michel Fourgousse, était au micro de Mickaël Elmidoro. On l'écoute. Pour nous en tout cas, oui, parce qu'on avait freiné avant, donc du coup voilà, on a bien anticipé. Je pense qu'aujourd'hui on a un peu de marge de manœuvre, mais on peut rien promettre sur demain. Donc aujourd'hui on l'a fait et on est très content. Puis les gens sont satisfaits. Ils étaient très demandeurs les 2 années où on leur a un peu supprimé ça. Ils nous ont fait aussi des commentaires, c'est normal. Donc on enregistre, on est là aussi pour écouter tout le monde et on a fait ce petit effort sur 10 points de la ville. Vous avez quand même une animation significative. Et depuis hier, vous faites peut-être partie des chanceux Français qui ouvrent chaque matin leur calendrier de l'Avent. Alors chaque année, ce n'est pas toujours facile de le choisir. Il y a les traditionnels, ceux avec les chocolats, ceux avec des jouets ou encore ceux que l'on peut faire soi-même ou à des amis. Retour sur cette tradition avec Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors, au 19e siècle, on donnait des images pieuses aux enfants. C'était le moyen de les faire patienter jusqu'au 24 décembre. Le premier calendrier, comme on le connaît aujourd'hui, il date de 1920 et les premières surprises en chocolat, elles, c'est en 1958. Nous sommes allés à votre rencontre pour savoir quels étaient vos calendriers quand vous étiez enfant. Ça n'a pas tellement changé, il me semble, par rapport à ce qu'on trouve maintenant. On peut avoir tout ce qu'on veut, il peut y avoir des petits objets, il peut y avoir des friandises même. Enfin bon, autrefois, c'était plus simple. Oh, j'ai le souvenir de mon premier Noël où je ne croyais plus au Père Noël. Voilà, celui-là, oui, ça je m'en souviens. Mais après, les autres calendriers, non, je n'ai pas de souvenir particulier. Je sais que j'en avais tous les ans, mais après, faut dire lesquels, non, ça je pourrais pas. Je pense pas que j'en ai eu fabriqué par mes parents. Enfin, ça me dit rien en tout cas. Le 31, oui, exactement. Maman avait mis dans la petite boîte du talc pour qu'il y ait de la neige. Le chocolat reste la plus grande tradition, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Le secteur s'est élevé à environ 387 millions € de chiffre d'affaires pour l'année 2014. Je me suis rendue dans une grande enseigne commerciale où les calendriers démarrent à moins d'1 € et peuvent aller jusqu'à plus de 20 €. Écoutez Alberto Luna, il est responsable dans cette enseigne. On continue à avoir, on va dire, entre guillemets, les traditionnels. Les traditionnels, il y a encore des figures chrétiennes, il y a des crèches. Après, on part aussi sur les licences. Les licences sont tous les calendriers avec des images, soit des distributions de bandes dessinées, etc., ou des personnages qui sont à la télévision, comme le cas de Violetta, on va dire comme ça, on va le dire. Et après, il y a ce qui s'appelle les chocolats de marque. Alors le chocolat est toujours le grand gagnant de cette tradition avec plus de 1,2 million de calendriers vendus l'an dernier par exemple. Mais il y a d'autres types de calendriers, alors avec des jouets, des figurines d'une marque danoise très connue ou alors des calendriers que l'on peut réaliser soi-même. Et Florane, il y a même des calendriers pour adultes. Les enseignes de cosmétiques en proposent plusieurs avec des prix aux alentours de 40 € et peuvent aller jusqu'à plus de 80 €. Cette année, il y a même un calendrier de l'Avent contenant de la bière ou celui avec des jouets pour adultes. On peut aussi créer son propre calendrier, il faut laisser libre cours à son imagination. Dernière solution, le calendrier avec des cases vides à remplir. Ils peuvent être en bois ou aussi en tissu et on peut y glisser des bonbons, des toupies, des billes et bien d'autres choses. Écoutez Vincent Le Montréé, gérant d'une boutique de jouets traditionnels sur Montigny-le-Bretonneux. Il y a également d'autres types de personnages qu'on peut mettre, pas forcément en chocolat, et pour ça on a besoin de calendrier de l'Avent qui soit un peu plus présent dans le temps. Cette année, je l'ai remarqué plus que d'habitude. J'ai eu beaucoup de gens qui recherchaient juste des petites choses pour mettre dans le calendrier de l'Avent. Je leur proposais mon calendrier de l'Avent et ils me répondaient ah oui, c'est gentil, mais non, moi je le fais cette année. Et cette année, ceux qui se sont arrachés, c'est petit indice. Vous l'aurez bien reconnu, ce sont ceux d'une certaine saga dont le 7e volet sort le 16 décembre. C'est des calendriers qui ne sont pas pour déplaire à 2 membres de notre rédaction. Je ne citerai donc pas Wilfried Richy, notre rédacteur en chef, et Mickaël Elmidoro, notre journaliste sportif qui a bien entamé le sien. Ils sont restés tous les deux de grands enfants.
Merci beaucoup Mélanie, et moi je n'ai toujours pas de calendrier de l'Avent, donc avis si quelqu'un peut me faire un petit cadeau. On reste sur les jouets, c'est une course aux jouets pour les associations qui s'est déroulée cet après-midi à Guyancourt. Le bus de Noël était stationné cet après-midi devant la maison de quartier Théodore Monod pour apporter 40 mètres cubes de jouets. L'opération organisée par Skibus visant à rassembler des jouets pour les redistribuer à des associations caritatives est un succès puisqu'il en est à sa 19e édition. Le conseil municipal des enfants de Guyancourt a également participé à la récolte et a pu assister à cette redistribution assez particulière puisque le premier arrivé est le premier servi. Le bus a circulé dans les écoles pour que les parents et les élèves et les enfants donnent leurs jouets. Et puis nous avons stationné l'autobus de 12 mètres de long auprès du centre commercial de Saint-Quentin. Et il y a même des parents qui ont acheté les jouets au centre commercial et ils nous ont rapportés. C'est une journée importante aussi pour les associations parce que tout est regroupé dans la salle que nous a prêté monsieur le maire de Guyancourt. Comme l'on fait chaque année dans une mairie différente, dans une commune différente de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Les jouets ils sont un petit peu arrivés tout seuls parce qu'on a demandé des jouets pas cassés, pas abîmés, pas de peluche, enfin certains trucs, et même s'ils en ont donné, c'est toujours un acte de solidarité, une action de solidarité, enfin quelque chose qui fait plaisir de voir que même en période de crise, tout le monde peut donner et que même les enfants peuvent avoir un petit impact sur cette redistribution. Les associations qui, je le rappelle, redistribueront ensuite ces jouets à des familles dans le besoin. Et alors que la COP 21 se déroule en ce moment même au Bourget, en France, en parallèle, la Fédération française de randonnée Yvelines a lancé, et cela dès le mois de novembre, une opération appelée à devenir annuelle, la randonnette. Alors le but est d'alerter et d'éduquer le public à la propreté des balades de la région. Nous avons suivi les randonneurs de la ville d'Élancourt. Au pas de course, ils ont nettoyé les chemins qu'ils ont l'habitude de parcourir. Un reportage de Fanny Bourdillon, Camille Lambert pour les images. Allier propreté et randonnée, c'est l'objectif de la randonnette, toute nouvelle randonnée de 12 km menée par l'association Loisirs et Sports d'Élancourt. Nous avons la chance sur Élancourt, à proximité d'Élancourt, d'avoir des lieux, quand on parcourt les centres, les vieux chemins, être plongé dans un milieu rural et on souhaite en quelque sorte que le milieu urbain, si vous voulez, ne pollue pas le milieu dans lequel on a plaisir à se déplacer. Munis de sacs et de gants, la trentaine de participants s'élancent sur les chemins balisés de la ville. Regarde-moi ces cochons. Canettes, mégots et boîtes de conserve, les sacs se remplissent vite. Mais chez ces randonneurs élancourtois, on n'a pas attendu cette opération spéciale pour prendre soin de l'environnement. En général, dans toutes nos randonnées, il y a toujours des gens pour ramasser quelque chose qui traîne. On le fait naturellement. Quand j'ai été sollicité, j'ai dit oui tout de suite parce que de toute façon, ça rentre dans les habitudes des bons randonneurs de garder la nature propre. Et donc voilà quoi. Comme on fait partie de la Fédération française de randonnée, on n'a pas hésité. Cette opération sera renouvelée chaque année. Prochaine randonnette à Élancourt en avril 2016. Et un mot de sport pour finir avec ce jeune talent à suivre. Il sera peut-être le futur Sébastien Vettel ou encore Lewis Hamilton. Le jeune Yvelinois de 13 ans, William Bertrand, affole les compteurs dans les compétitions de karting. Son portrait est signé Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. William Bertrand, 13 ans, est déjà un as du volant sans son permis en poche. Ce jeune sportif né au Chesnay fait aujourd'hui partie des 3 meilleurs jeunes pilotes de kart de l'Hexagone dans la catégorie cadet, un sport qu'il a démarré en 2011 au Racing Kart de Corneille. C'est mon père, un jour, on est allé faire un tour en location et j'ai beaucoup aimé ça et donc depuis, on est allé plus loin et on a vu la compétition et c'est une grande passion, donc c'est pour ça que j'en fais et ça me fait très plaisir d'en faire. Depuis cette saison, la carrière du jeune prodige s'est accélérée. William Bertrand a remporté le Sens Trophy 2015 et a terminé à la 2e place au championnat d'Île-de-France. Au total, Willy a réalisé 8 podiums sur les 12 courses qu'il a disputées cette saison.
Il a une grande maîtrise, il a une grande intelligence de la course, il arrive à maîtriser les compétitions, à savoir se repositionner pendant la course. Récemment, dans un championnat de France où il fallait faire attention à la gestion des pneumatiques, il a su justement ne pas toujours attaquer à la limite pour pouvoir préserver la machine et espérer être mieux dans la fin de la compétition. Pour s'améliorer, le jeune prodige s'entraîne en moyenne 1 jour sur 5 sur le bitume du circuit d'Angerville. Le pilote fan de Sébastien Loeb et de Vettel pratique également la natation, la course à pied et des séances de musculation pour supporter physiquement les exigences du kart de haut niveau. Des sacrifices pour se rapprocher de ses objectifs. Le rêve, c'est d'être en F1, mais c'est très difficile. Et donc, déjà être en automobile, c'est déjà bien. Mais c'est pour ça que parallèlement, je vais à l'école, j'ai des très bons résultats pour m'assurer un bon avenir. J'espère qu'il va aller vers la monoplace et qu'il va pouvoir s'épanouir dans le sport automobile. Je pense que c'est tout à fait possible. J'ai pas de doute. Là-dessus, j'ai aucun doute. William Bertrand reprendra la compétition en mars prochain. Son objectif sera de terminer dans le top 3 au niveau national. Et enfin, cette dernière information, le conseil communautaire de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, prévu initialement jeudi dernier mais annulé, aura lieu ce mercredi soir à 19h à Trappes. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Sephora Namani pour un nouveau numéro de kiosque. Quant à moi, je vous retrouve demain et je vous souhaite une très bonne soirée.